Bienvenue à nos 2 invités de ce soir que je vais, commencer, par présenter. Voilà, une soirée assez exceptionnelle, avec deux invités, de qualité. Alors Annabelle Devilledieu, donc médium, clairvoyante depuis, son plus jeune âge, thérapeute aussi en déprogrammation des mémoires cellulaires, musicothérapeute, formée au yoga du son par Franck Nabé, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui Ouais. participera, d'ailleurs à l'événement, «Quand l'invisible défie la science» en mars prochain à Toulouse. Et puis également praticienne en soins chamaniques et tantriques et auteure de ce livre «Naître médium» dont nous allons parler ce soir. Voilà, ça c'est pour Annabelle. Si j'oublie des choses ou qu'il y a des choses à corriger, vous le ferez, bien évidemment chacun, à votre tour. Et puis nous recevons aussi, Tigrane. Alors Tigrane, vous avez étudié, le chant classique, l'ethnomusicologie, avant de vous tourner vers l'édition et de cofonder Mama Édition. Alors, j'ai appris en préparant cette émission que ce nom était un clin d'œil à la Pachamama, mais aussi que ça signifiait, «mes auteurs, mes alliés» ou «mes auteurs, mes amis», et j'ai trouvé que c'était, une belle représentation de l'état d'esprit, de cette maison d'édition. Et puis, après, 30 ans, peut-être de sommeil, eh bien, le retour de l'auteur avec la fantastique, saga Chaman. Ça, c'est le dernier venu, le premier de la troisième trilogie. Et puis également, 52 paroles chamaniques et 42 oracles chamaniques qui est là et dont nous allons, parler ce soir. Donc bienvenue à tous les 2. Merci. Plaisir. Alors pour commencer cette interview croisée et puis, nous permettre, d'explorer vos 2 parcours, ce que j'ai remarqué, parce qu'il y a beaucoup de similitudes et ça commence, par l'un et pour l'autre aussi, par une enfance, assez atypique. Je vais commencer par Tigrane. Donc, vous venez d'une famille, d'artistes et vous dites que très jeune, vous avez eu la sensation d'être une très, très vieille âme, ce Mm. qui se manifestait par, de l'observation, de la solitude, de la contemplation, un lien très fort avec, la nature, les animaux et puis, également vous vivez, des expériences, extraordinaires, des rêves lucides, extase spontanée ou autres. Alors là, on rentre directement dans le vif du sujet, mais comment cette enfance, et ces expériences ont façonné, votre regard et l'homme que vous êtes devenu? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Vertical Media, à toute l'équipe, et Annabelle de Villedieu et toi, Stéphanie, Stéphanie, Non, pardon, on de peut dire nous. «tu», hein, moi je suis plus à l'aise avec le «tu», alors passons au Ok, «tu». alors toi, Stéphanie, merci à Najib. Comment ces expériences spontanées de l'enfance ont façonné mon regard? Quand on est enfant et qu'on a des expériences spontanées qui nous tombent dessus, on ne cherche pas encore à les cataloguer, les verbaliser, les étiqueter. Donc, c'est plus un ressenti et une intégration qui se fait en deçà des mots et beaucoup par le corps. Et par le corps, j'entends aussi par les perceptions, le regard, l'audition, l'ouverture à une forme de perception qui est peut-être moins linéaire, moins segmentée que ce qu'on va nous apprendre ensuite, une fois qu'on a été scolarisé et que l'on grandit dans le monde des adultes. Donc, une perception qui est parfois plus globale où le côté parfois de clairaudience ou de clairvoyance ne contredisent pas le fait d'être un petit garçon dans un corps et d'entendre et de parler et de voir aussi comme n'importe qui autour de soi. D'accord, donc surtout au niveau des perceptions et moins de mentaliser les choses, plus d'être dans cet accès direct, en fait? En tout cas, quand des expériences spontanées vous tombent dessus, des sentiments d'union avec la nature, notamment, des sentiments qui sont plus que des sentiments et qui deviennent des perceptions, qu'on appelle ça clairaudience, clairvoyance, qu'on appelle ça des formes extatiques de connexion donc avec la nature. Étant enfant,
on ne cherche pas trop à le verbaliser, mais en revanche, on le sent dans son corps. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et ce sont des sensations pour moi que l'on ne peut pas dévoir, si je puis dire, une fois qu'on les a vues. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées à tout jamais. Il y a un avant et un après qui fait que ça vous change. Vous vivez avec, vous ne cherchez pas forcément à comprendre, verbaliser, etc. Vous n'avez pas besoin qu'on vous démontre que c'est scientifiquement prouvé. Ça, c'est les gens qui ne l'ont pas vécu, qui remettent ça en cause et qui ont besoin d'être assurés par le scientifiquement prouvé. Mais en tant qu'expérienceur spontané, on constate. Et on constate que ce ne sont pas tellement des sensations de découverte, mais plutôt peut-être de redécouverte, de retrouvaille, comme si tout était déjà là et que ce mode de perception amplifié était en général en sommeil dans la réalité tridimensionnelle quotidienne. D'accord, ouais, ça fait toute la différence avec effectivement les croyances, hein. L'expérience, prime sur la croyance. Merci Tigrane. Alors Annabelle, toi aussi du coup depuis, ton plus jeune âge, bah, tu te sens différente, tu dis de toi, que tu es une enfant hypersensible, clairvoyante et puis, tu vas expérimenter, dans cette différence, bah, aussi, du rejet. Tu te parles même de malveillance dans ton livre, des liens familiaux assez compliqués, ce qui va aussi renforcer peut-être ce retour sur toi et cette connexion, peut-être à l'invisible. Et puis c'est à 9 ans qu'il y a une bascule, un accident, grave, hein, qui va marquer un véritable tournant pour toi. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce vécu de début de vie? Oui, tout à fait avec plaisir. Merci en tout cas pour cette belle invitation et à vous tous d'être là. Oui, donc c'est vrai que moi aussi je suis arrivée, je rejoins complètement Tigrane avec cette espèce d'hypersensibilité, de connexion à d'autres mondes, d'autres formes de conscience en fait, des enfants. Et pour moi, par exemple, la réincarnation, quand j'étais petite, c'était une forme de vérité, alors que je n'étais pas du tout élevée dans un univers comme ça, puisque je viens d'un monde où l'éducation catholique, avec un univers même très rigide, hein, n'offrait pas cette possibilité-là de pouvoir être dans cette dimension. Et j'ai été pas du tout acceptée, pas du tout comprise, en effet, avec ce que j'étais, avec cette petite fille qui était voilà dans sa spontanéité aussi, qui se connectait à la nature en permanence, qui n'arrivait pas à trouver sa place finalement dans ce monde, qui ne l'accueillait pas profondément. Et c'est vrai que ça a été un peu ma quête aussi finalement d'accepter cette incarnation. Parce que pour moi, la véritable spiritualité, c'est bien cela, c'est d'incarner profondément qui nous sommes dans cette verticalité. C'est de vivre, comme le disait si bien Tigrane, cette expérience dans la corporalité. Parce que notre âme a choisi justement de vivre cette expérience dans la corporalité et que la personnalité est dans une quête et que l'âme est dans une autre quête. Hein, et que on nous dit souvent que en fait l'âme choisit de vivre ces expériences, choisit ses parents. C'est vrai que moi j'ai été dans une famille qui a été toxique quelque part, hein, avec une mère qui était quand même assez violente avec moi. Et en fait, ça m'a ramené aussi dans cette part d'ombre à ma propre lumière. Je pense que tout ceci n'est pas le hasard, parce que je ne crois pas que les choses soient le hasard. Je crois que tout est fréquence, énergie, vibration, et que tout a une forme de justesse dans ce que nous vivons. Et c'est vrai qu'à Ouais. l'âge de 9 ans, alors j'ai toujours eu ça depuis petite, hein, et moi, mes grands jeux, c'était de me connecter, quand j'étais enfant, à la nature, sur ma balançoire, et j'invoquais le ciel, et j'invoquais la pluie, et j'avais l'impression que ça fonctionnait, quoi. Quand j'invoquais la pluie, elle tombait, quand j'appelais le soleil, il arrivait, et je me disais, c'est génial, j'ai une espèce de pouvoir comme ça, de petite fille, hein, c'était génial. Et puis, oui, donc, à l'âge de 9 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture, hein, où j'ai passé un mois à l'hôpital avec un traumatisme crânien brûlé au 4e degré sur mon corps. D'ailleurs, je n'ai plus aucune marque aujourd'hui parce que j'ai cette capacité de guérison aussi au niveau du feu. Mais en tout cas, j'ai vécu un moment très, très douloureux, très difficile. Il a fallu que je réapprenne à marcher, à manger. J'ai perdu la mémoire de beaucoup de choses. Et dans ce lit d'hôpital, en fait, c'est là que j'ai commencé à voir les décédés qui se présentaient devant mon lit. Et ça me faisait très peur, parce que quand on est enfant et qu'on est confronté à cette vision, qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et après, bien sûr, j'ai trouvé la paix aujourd'hui avec tout cela, parce que l'expérience fait et la conscience fait. Mais
enfant, c'était très douloureux pour moi et voilà, je voyais tous ces êtres qui se présentaient et je les voyais sous des formes, et je comprenais pas, en fait. Je me disais: «Mais pourquoi ils viennent me voir?» Et oui, parce que quand on est médium, finalement, on est aussi ce passeur. On est là, on a cette capacité d'être un passage pour ceux qui sont encore entre les 2 plans. Donc ils venaient se présenter à moi et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment cette capacité qui était au plus profond de moi-même, en fait. Mmh. D'ailleurs, on en parlait avec, Christine Faure qui a écrit un livre sur, les enfants, qui disent voir et entendre, des défunts et on retrouve, cette notion d'hypersensibilité, hein, qui serait très en lien avec la médiumnité. Et chez l'enfant, bah, c'est un accès direct. Il y a pas encore, toute cette, conscientisation et puis les interdits des fois et ils se sentent souvent d'ailleurs très seuls parce que à qui en parler, vers qui se tourner? C'est pas toujours bien accepté, par les familles, par les proches et pour autant, alors ça, c'est une question que enfin, je pense Annabelle, oui, mais je ne sais pas pour Tigrane. Elle disait que quand on a chez un enfant ces capacités, on va dire, extrasensorielles, c'est que quelque part dans l'arbre, même si c'est pas, a a accepté, validé, et ça peut même être clairement rejeté, mais on se rend compte par la suite qu'on a un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui avait lui-même des capacités, barreur de feu ou autre. Est-ce que c'est le cas pour toi, Tigrane, et pour toi, Annabelle? Peut-être Tigrane d'abord et puis Annabelle ensuite? Oui, effectivement, il y a certaines choses qui parfois restent sous le radar, très discrètes, qui ne sont pas forcément verbalisées, conscientisées. Mais je me suis rendu compte, chemin faisant, j'avais la chance d'avoir un père artiste peintre et écrivain qui peignait la nuit et qui a parfois, à certaines de ses périodes picturales, représenté des personnages de pays où il n'était jamais allé, où on a identifié plus tard des chasseurs de rennes au lasso avec des tambours et ceci et cela. Ma mère était écrivain et ce dont je m'apercevais petit à petit, c'est qu'elle savait toujours ce qu'on allait dire, avait toujours une longueur d'avance sur la fin de la phrase, en gros, de quiconque. Mais au-delà de ça, et notamment au fil de vacances qu'on a passées ensemble après s'être perdus de vue, si je puis dire, et dans une expérience de pique-nique, tout simplement, en pleine nature, où on était plusieurs personnes assises par terre, sous les arbres, prêts à partager un pique-nique. Des papillons sont venus, des petits papillons bleu-mauve, et ces papillons ne sont pas allés sur la nourriture. Il y en avait peut-être une vingtaine, une trentaine, des tout petits papillons bleu-mauve. Ils sont tous allés sur ses mains, ses 2 mains. Il n'y en avait pas un sur moi, pas un sur ma sœur, pas un sur mon beau-père. Et évidemment, ça nous a frappé. Mon beau-père était photographe, il n'a pas manqué d'immortaliser la scène. Et ça a duré pas une minute. C'était pas parce qu'elle était en train de toucher un aliment qui aurait pu attirer je ne sais quoi. Ça a duré un tel temps que ce temps s'est finalement suspendu et qu'on l'a tous vécu comme une expérience qui était en train de nous transmettre un message. On ne savait pas lequel. Après cette expérience-là, ma mère, en tête à tête, m'a avoué que par les mains, elle soulageait des douleurs, elle soulageait des brûlures. Annabelle vient d'en parler, des barreurs de feu. Elle soulageait des rhumatismes, des tensions, ce qui pourrait rapprocher d'un magnétiseur ou autre. C'est quelque chose qui n'a jamais fait partie de son CV officiel. Elle a toujours été une femme publique, écrivain, etc. Et de fil en aiguille, après qu'elle m'ait raconté ça et que j'en ai parlé à ma propre grand-mère maternelle, ma grand-mère maternelle m'a regardé, elle a complètement changé de regard. Elle a fait un café arménien, dit-on chez nous, mais qu'on appelle souvent un café à la turque. Elle a retourné la tasse et elle a commencé à me dire des choses en lisant dans le marc du café. Donc bref, là, il y a des choses qui m'ont semblé avoir été cachées pendant mon enfance, mon adolescence. Et à la faveur de cette expérience papillon, il y a eu rebond, il y a eu vase communicant. Et petit à petit, c'était comme si ça avait permis de partager quelque chose qui sinon serait resté secret, secret de famille, y compris pour moi. Mmh. Merci aux papillons. Alors, Hmm. leur message, en tout cas, c'était une invitation à peut-être explorer ces champs-là, en famille et pour toi, Annabelle?
Eh bien, moi, je pense que ma mère, même si elle avait peut-être ouvert la porte sur un autre espace que le mien, qui était plus l'obscur que la lumière, était quelqu'un, oui, qui avait des perceptions, des dons, enfin, des capacités, oui, tout à fait. Et elle m'a annoncé certaines choses très jeunes qui se sont avérées. Donc, je pense qu'elle avait vraiment cette capacité. Et après, je pense qu'on a aussi cette possibilité d'œuvrer soit pour cette dimension de la lumière, cette dimension de l'ombre, en sachant que pour moi, tout vient de la même source, en fait. Et que c'est dans notre propre conscience, c'est nous qui avons la capacité d'ouvrir et d'œuvrer vers une force plutôt qu'une autre, en fait. Pour moi, tout se transforme. On est dans le yin et le yang, la transmutation permanente des énergies et des forces, où la lumière peut cacher une ombre, où l'ombre n'est qu'une partie de lumière qui n'est pas encore éclairée. Donc oui, et de mon côté, je crois aussi fortement pour moi à la réincarnation et qu'on revient aussi avec des potentiels, avec des connaissances de nos vies antérieures qui sont plus ou moins activées, qui sont plus ou moins encore en conscience ou pas, même si on a une propension à oublier quand on arrive tout ce qu'on a pu vivre, sinon ça serait, je pense, assez infernal. Mais oui, donc moi, pour avoir exploré aussi mes vies antérieures, j'ai eu pas mal de vies où j'ai œuvré aussi bien dans des côtés lumière que dans des côtés plus obscurs. Voilà, et que je pense qu'on revient aussi avec ces potentiels. Et pour moi, je considère aussi que ces dons, c'est vraiment comme une forme de mission d'âme, c'est-à-dire qu'en fait, on revient avec ces potentiels là dans cette vie pour vraiment en faire quelque chose dans cette conscience de l'âme. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui, tout à fait. J'en profite pour renvoyer à une interview qu'on a réalisée très intéressante avec Marie-Julia Guittier, un livre qui s'appelle Expérience de naissance imminente. Et c'est une scientifique qui a publié hein, et qui a fait une étude entre 10 médiums et 11 fœtus avec tous les protocoles scientifiques pour permettre d'être vraiment dans les clous. Et ça a donné des résultats assez incroyables. Et notamment, elle évoque ces sujets d'incarnation, de mission d'âme, de réincarnation. C'était une émission très, très intéressante. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, peut-être ceux qui sont là l'ont eu, d'aller voir le très beau film que vient de réaliser, enfin, vient de produire Vertical Project et puis réaliser Aurélie, Valérie et Gilles de l'équipe qui s'appelle donc De l'or sous la cendre et qui parle de résilience. Et moi, ce qui m'a marqué dans vos destins croisés, c'est que vous avez cette enfance qui est douloureuse, compliquée. Enfin, en tout cas, il y a des choses assez douloureuses. Et notamment, Tigrane, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que ces expériences au-delà d'effectivement la douleur et le ressenti certain, parce qu'à 5 et 10 ans, il y a quand même des grosses ruptures pour vous, mais en tout cas, vous dites que ces expériences-là, elles ont été initiatiques, elles ont été accélérateurs de métamorphose et que tellement jeune, ça vous a mis sur le chemin de la libération, du pardon et de la compassion. Je trouvais que c'était des mots très très forts par rapport au regard de l'enfant, à ce qui se passait pour lui ou du jeune garçon. Et avec le recul, pour vous, quel était vraiment le cadeau caché au cœur de l'épreuve dans votre propre expérience? Le cadeau caché était que si je m'étais arrêté là, c'est-à-dire aux heures et aux malheurs, à la blessure, à l'abandon, que ce soit d'abord de la part de mon père, ensuite vers 5 ans, ensuite de la part de ma mère à 10 ans, j'en serais pas sorti. C'est-à-dire que on se sent mal et là, encore une fois, en deçà du verbe et de l'intellect, on a tout simplement un corps qui va moins bien, une respiration qui est oppressée, un vague à l'âme qui s'installe et on s'aperçoit qu'on est en train soi-même, peut-être, de faire perdurer au-delà du traumatisme, de l'épreuve, du choc, de faire perdurer soi-même un statut de victime qui n'est pas une fatalité. À partir du moment où par le pardon, on s'aperçoit dès les premiers instants où on, entre guillemets, s'essaye à pardonner, qu'il y a un allègement, qu'on est en train de se libérer d'un certain poids, on a entrouvert une porte pour laquelle il n'y a pas de marche arrière. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit que certes,
il s'est passé tel ou tel trauma, tel ou tel abus, telle ou telle violence, qu'elle soit physique, verbale, énergétique, abandon, très concret pour moi, mais que dès lors qu'on pardonne à l'autre, on retrouve ses ailes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de fatalité à vivre cette négativité comme une permanence. À partir du moment où on entr'ouvre la porte du pardon, c'est comme toujours dans ce type d'expérience initiatique et transformatrice, une porte ouvre sur une autre porte. Après la porte du pardon, on découvre effectivement celle de la compassion. Je m'explique très concrètement. À partir du moment où j'ai pardonné à mon père et à ma mère, non seulement je me suis senti complètement libéré et j'ai vu par contraste que d'autres personnes qui pardonnaient pas vieillissaient plus vite, devenaient aigris, devenaient bloqués dans un schéma dans lequel ils s'enfermaient avec un disque rayé pour lesquels ils avaient pourtant le bouton stop. Et sorti de ce disque rayé, on finit, une fois qu'on est libéré déjà de le grief, le remords, tout ce qu'on pourrait ressasser, par entrevoir avec plus de clarté, puisqu'on n'est pas dans le reproche. À partir du moment où on sort du reproche, cette clarté nous fait entrevoir que l'autre, peut-être, c'était pas vraiment sa décision pleine et entière. Peut-être que mon père était sous l'influence de substances qui faisait qu'il n'avait pas toute sa tête. Peut-être que finalement, une fois qu'on explore cette piste, on se dit, mais alors ça devait être terrible pour lui, parce que de faire ça à son fils alors qu'on l'aime de manière indéniable, mon père comme ma mère, il y avait énormément d'amour, mais d'en passer par des travers aussi négatifs, aussi intenses, ça doit être terrible pour celui qui ne peut pas résister, qui tout d'un coup passe de Dr. Jekyll à Mr. Hyde et que ça doit faire souffrir également. Donc là, on commence à toucher à la compassion, la clarté de la compréhension de non seulement il n'était pas complètement maître de lui-même, c'est pas du tout pour l'excuser, c'est pour cartographier les influences à l'œuvre, la complexité, le côté d'un je JE qui en fait est plus pluriel que singulier. Pour ma mère, idem par rapport à ce moment d'abandon quand j'ai 10 ans, qu'elle part au pressing avec un sac de vêtements en me disant je reviens dans 5 minutes. Et mon père, ça faisait 5 ans qu'il nous avait mis dehors, donc je vivais avec elle. Mais en fait, elle n'est jamais revenue. Elle a quitté la France. Et donc, j'ai mis quelques minutes, puis quelques heures à vraiment comprendre, à encaisser le choc. Ça a été d'autant plus terrible sur le moment que ça a été transformateur et initiatique par la suite. Pourquoi? Parce que là aussi, de nouveau ce pattern du pardon, comme s'il y avait un enseignement à creuser de manière encore plus profonde. De nouveau, après le pardon, la compassion, et donc se rendre compte qu'elle était tellement mal et qu'elle n'arrivait tellement pas à quitter mon beau-père, l'homme avec qui elle vivait, que finalement, il a fallu qu'elle s'échappe, qu'elle disparaisse, qu'elle change de pays, qu'elle prenne la fuite. Et là, on commence à comprendre aussi la fragilité, la détresse dans laquelle est l'autre. Une fois qu'on a ouvert, après le pardon, les portes de la compassion, ça veut dire que les personnes qui vous ont fait le plus souffrir, qui pouvaient même vous paraître finalement énergétiquement, Annabelle parlait du terme toxique, dans le cas de mon père, on pourrait dire traumatisant parce que des formes d'abus, de violence, etc. Eh bien, si vous avez franchi ces deux seuils successifs, finalement, vous ne pouvez plus avoir peur de cet ennemi qui était la personne la plus terrifiante, la personne la plus traumatisante, puisqu'au-delà de l'avoir pardonné, vous avez de la compassion et vous avez même ce sentiment d'amour en se disant, mais mon Dieu, mais ça doit être absolument terrible d'en arriver là et de ne pas être maître d'une simple bienveillance vis-à-vis de l'être qui est censé celui qu'on va protéger et aimer le plus, son propre enfant. Eh bien, à partir du moment où vous avez pardonné à la personne qui vous est le plus peur, qui était le plus synonyme de trauma, qui vous mettait le plus en danger, qui vous oppressait le plus, si cette personne-là vous ne vous fait plus peur et que, au-delà de ça, vous lui envoyez même de l'amour basé sur cette compassion, finalement, de qui et de quoi pouvez-vous encore avoir peur? Ouais. C'est quand même,
À la fois, il y a un appel à la responsabilité et à la fois, on sent quand même une sagesse incroyable, surtout si on ramène ça au plan de l'enfant. On croise quand même beaucoup d'adultes qui n'en sont pas là, qui en sont loin et dans nos cheminements personnels, parfois lâchés, hein, ce reproche, ce grief, le mal qu'on nous a fait, ça reste encore, je pense, pour beaucoup, un chemin qui est enfin, à élaborer. D'ailleurs, je pensais au cercle de pardon d'Olivier Clerc qui sont vraiment de très beaux outils pour cheminer vers ce pardon. Annabelle, ça résonne comment pour toi, cette notion de pardon? Est-ce que tu as fait la paix? Ça résonne profondément pour moi aussi. Alors, c'est vrai que moi, petite, j'étais très, très en connexion, en lien avec le Sacré-Cœur de Jésus. Et en fait, comme j'ai été élevée dans cette religion catholique, hein, j'ai confondu pendant toute une période la spiritualité, l'énergie christique, hein, et ce chemin religieux. Et en fait, à chaque fois que je vivais une expérience traumatique, difficile, violente, parce que finalement j'ai été une enfant aussi qui n'avait eu aucune sécurité, une mère dans la violence, un père qui était soumis, absent et qui n'a jamais pris ma défense. Donc la sécurité, je ne savais pas ce que c'était. Et moi, je me référais à cet amour inconditionnel que je retrouvais dans le Sacré-Cœur de Jésus. Et à chaque fois que je vivais quelque chose de douloureux, je me disais, mais il y a forcément quelque chose que tu dois comprendre derrière tout ça. Et ce que tu es en train de vivre là, ça va t'amener à autre chose. Et alors peut-être, bien sûr, ça m'a peut-être sauvé la vie de penser comme ça, mais en tout cas, j'avais cette foi en la vie. Et d'ailleurs, je dis dans mon livre qu'on n'a jamais pu m'enlever quelque part, avec toutes ces expériences que j'ai pu vivre, cette pureté originelle qui m'habitait profondément. Et ça, c'est un espace pour moi qu'on ne peut pas atteindre comme ça, quand il est vraiment là. Et ça veut dire que même si on a vécu le pire, on peut se retrouver, on peut se rencontrer, on peut se réhabiliter finalement dans cette essence de qui nous sommes profondément et véritablement. Et moi, ce fut tout un chemin quand même pour aller vers ce pardon. Ça a été un chemin d'abord avec moi-même, avec des expériences après traumatiques aussi avec les hommes, hein, parce que j'ai répété des schémas. Hein. Quand on est enfant et que l'on vit comme ça le traumatisme, on se met dans ce qu'on appelle des mécanismes de survie, des schémas répétitifs, hein, et que quand ces mécanismes de survie sont dans notre système, eh bien, on ne sait faire que ça en fait quand on revit des expériences traumatiques. Donc, il a fallu que je fasse tout ce parcours, ce chemin, et ce sont des expériences très douloureuses qui m'ont amené à un moment donné à faire ce travail véritable sur moi-même et à commencer à comprendre ce que je pouvais, tous les mécanismes que j'ai pu mettre en place, hein, que ce soit la fuite, je les ai tous faits, je crois, dans mon système, la fuite, la soumission, la sidération, j'ai tout mis en place. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé à faire ce chemin. Ça a été ma quête de vie finalement, que de me dire, je vais me réhabiliter, je vais aller me rencontrer, je vais nettoyer, purifier, et puis trouver mes limites aussi. Et j'ai été pendant un certain temps aussi dans cette espèce d'énergie de non-limite, parce que quand on vit aussi là, quand on subit, la limite n'existe pas. Donc à un moment donné, on a besoin aussi, enfin moi j'ai eu besoin d'aller me confronter à cette limite. Et c'est comme ça que je suis partie aussi dans la jungle amazonienne, toute seule avec mon sac à dos pour aller me confronter à ma limite quelque part. J'en avais besoin. C'était important de me rencontrer dans cette limite qui était ma propre limite. Et moi, le pardon de ma mère et de mon père, je pense que je l'ai vécu profondément quand ils sont partis, en fait. Quand mon papa est parti, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que, enfin extraordinaire, ça a été très douloureux parce que je n'ai pas pu le revoir, mais j'ai compris pourquoi je n'avais pas pu le revoir à ce moment-là. Mais j'ai vécu une expérience hein, où, quand j'étais à côté de lui, là, à veiller son corps, hein, j'ai senti un amour, mais un amour inconditionnel, mais qui me pénétrait dans toutes mes cellules. C'était comme une forme de paix intérieure, comme si en fait ce lien qu'on n'avait pas pu avoir véritablement dans ce monde incarné, je pouvais y accéder dans cet espace où il était hors de son corps. Et ça m'a permis vraiment d'être complètement en paix et de le rencontrer en fait dans cet espace de lui-même qui était absolument magnifique parce que c'était un être voilà, qui avait ses fragilités et qui avait, voilà, je l'ai regardé aussi
avec son incapacité, avec ce qui lui appartenait, qui n'était pas de ma responsabilité, qui ne m'appartenait pas. Et du coup, j'ai senti cette énergie qui m'a vraiment mise en paix avec lui. Et en ce qui concerne ma mère, jusqu'au bout, en fait, c'est-à-dire que je l'avais pas revue depuis un moment et j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle. Et là, on me dit, mais elle va pas bien. Je dis, ok, donc je vais quand même venir. Parce qu'à un moment donné, ben, je me suis protégée, hein, j'ai pris du recul aussi, j'en avais besoin, je n'ai pas pu faire autrement non plus. Et quand je suis arrivée, elle a fait une hémorragie interne, c'est-à-dire j'ai même pas pu lui parler. Et je l'ai accompagnée à l'hôpital. Et en fait, elle est morte dans mes bras après 10 heures d'agonie. Et dans cet espace, j'ai vraiment, d'un seul coup, j'ai basculé. Je l'ai vue, mais je l'ai vue dans toute sa souffrance, dans tout ce qui l'habitait. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais oh là là, c'est terrible d'être dans une telle souffrance intérieure. Et j'ai eu cette espèce de connexion avec pareil, comme si je devenais cette mère divine qui pouvait l'accompagner, en fait. Et j'ai mon cœur qui s'est ouvert parce que je l'ai vue profondément et j'ai réussi à avoir et j'ai ressenti mais cette compassion, en fait, au plus profond de moi-même. Voilà. Et Ouais. je pense que là, il y a eu un véritable pardon qui s'est fait. Et j'ai senti finalement que tout se libérait parce que ce n'était pas mon histoire et que je pense que voilà, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle était et elle ne pouvait pas plus, hein. Et en même temps, je dis toujours malgré tout, l'acceptation, ce n'est pas tout accepter. C'est-à-dire que je peux comprendre, mais je ne suis pas obligée d'accepter non plus de vivre le pire. Et en fait, ce recul que j'ai pu prendre à ce moment-là, ben moi, ça m'a libérée profondément aussi, finalement, parce que Ouais. ce n'était pas mon histoire, c'était la sienne et que finalement, dans toute son obscurité, elle m'a quand même ramenée à ma propre lumière, voilà. Et que je pense que si ça avait peut-être pas été aussi douloureux et obscur, je ne serais peut-être pas allée autant vers cette lumière et cette quête de conscience qui m'habitait. Donc je pense qu'en effet, tout a une raison dans ce qui est vécu et dans ce qu'on peut transcender et que, en effet, l'amour inconditionnel est la porte première et profonde de la guérison à tous les niveaux. Ouais, et c'est vrai que ça parle, à chacun dans notre part d'humanité et puis dans nos expériences de vie. Annabelle, toujours, je voulais revenir aussi sur, ce qui a été, pour vous, la bouée de sauvetage et qui fera un lien aussi avec, l'expérience de Tigrane, c'est la musique. Vous dites: «La musique, ça a été ma bouée de sauvetage, c'est ce qui m'a sauvé la vie». Notamment, vous avez parlé d'une expérience autour du piano. Mhm. Hem Qu'est-ce qui se passe de spécial? Et puis vous êtes tous les 2 en lien avec la musique, avec le son, la vibration, la fréquence. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec la musique? Bah, en fait, parce que pour moi, la musique, enfin, nous sommes des êtres vibratoires, nous ne sommes que des fréquences quelque part. Et la matière n'est que de la condensation d'énergie. Donc, nous vibrons en permanence et que tout est résonance et que la musique a cette capacité pour moi, justement, d'aller résonner comme c'est de la fréquence pure, en chantant quelque part ce mental qui peut parfois nous empêcher, nous ramener, nous couper. Et en même temps, la musique, elle est au-delà, c'est-à-dire qu'elle va venir résonner dans toutes les parcelles de notre corps, de notre être. S'il y a des vides, elle va venir les remplir. S'il y a des cristallisations, elle va pouvoir amener de la décristallisation. On est vraiment dans les phénomènes de résonance fréquentielle. Donc pour moi, la musique, le son, la vibration, c'est pour moi des médecines les plus puissantes parce qu'on touche vraiment à cette énergie quantique aussi, à cette fréquence euh, de vie. Et c'est vrai que la musique, pour moi, m'a toujours habité parce que j'ai commencé le solfège, j'avais 7 ans. Alors, je me rappelle, j'étais petite, ça m'impressionnait beaucoup d'être dans ce conservatoire et de passer des examens là. J'étais toute petite et avec mon pupitre devant tout le monde. C'était très impressionnant. Et j'ai commencé à faire du piano, donc j'ai fait 10 ans de piano. Et à un moment donné, j'ai vécu une expérience très douloureuse parce que j'ai été en pension. Moi, on m'a mise en pension à l'âge de 11 ans parce que justement, il fallait me canaliser. Donc, la pension militaire était peut-être la meilleure des solutions pour moi. Mais comme j'étais une rebelle, je me suis quand même rebellée, heureusement, parce que dans un univers comme ça, soit on reste dans la soumission, soit on se rebelle, parce que sinon, on peut pas survivre. Et du coup, je perds mon grand-père dans des conditions très violentes.
Et en fait, ce qui s'est quand même passé, c'est que quand je l'ai quitté, mon grand-père, quand je l'ai vu pour la dernière fois, j'ai été complètement, j'ai fondu en larmes. Il y a quelque chose d'intérieur qui m'a dit, tu ne le reverras plus. J'ai eu cette voix qui m'a dit, tu ne le reverras plus. Je me disais, mais pourquoi je vois ça? Pourquoi je me dis ça? Et j'avais cette espèce d'idée obsessionnelle en me disant, il va mourir. Moi, je dis, mais pourquoi j'ai cette pensée, ces idées? Et jusqu'au jour où j'ai rêvé de sa mort, en fait, hein. J'ai fait un rêve que j'appelle prémonitoire, où j'ai eu tous les détails, quelque part, de son départ. Et je vivais vraiment l'expérience comme si j'y étais. C'était très éprouvant pour moi. Et 3 semaines après, on m'apprend très violemment, très brutalement par téléphone son décès. Et ma mère ne veut pas que je rentre à la maison. Je reste enfermée toute seule dans la pension pendant tout le week-end. Et là, je bascule en fait. Je fais un déni, je me dis que ce n'est pas possible, parce que je ne peux pas y accéder, parce que je ne peux pas voir, parce que je ne peux pas finalement, faire ce deuil profondément puisqu'on m'empêche de me confronter à la mort. Et du coup, je me dis: «Non, c'est pas vrai, je vais le retrouver, ça n'est il est peut-être pas mort» et là, je bascule et je fais une forme de dépression. J'arrive pas à accepter ce départ de mon grand-père que j'aimais profondément. Voilà, c'était un être Ouais, c'est ça, qui quelqu'un de très comptait vraiment, important, oui. profondément pour moi et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un appel vers mon piano, vers la musique et je me suis mise à composer un morceau que j'ai appelé «Pour toi». Et j'ai composé, je me suis laissée traverser par cette énergie de la musique, de voilà, de cette énergie de guérison quelque part, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de chercher je me suis laissée traverser par ce qui était pour et j'ai composé ce morceau et ça a été une véritable libération, une véritable transmutation intérieure, une véritable guérison pour moi et c'est Mmh. comme ça que, oui, la musique a commencé à être, très, très importante. Puis à l'époque, j'animais aussi à la messe, je faisais les chants, à la messe quand j'y allais, avec ma guitare, quand je restais le week-end dans ma pension, voilà et voilà et puis après j'ai retrouvé la musique avec un druide que j'ai rencontré dans mes Ouais, je multiples expériences oui, et à on en l'époque reparlera peut-être après, ah Annabelle, parce d'accord, que pas de du coup, souci. c'est une de mes questions Pas suivantes, de mais souci. je voulais faire Voilà. le lien et alors là, enfin, tu viens de me tendre une super perche en parlant des chants d'église, parce que Tigrane, bah, toi, tu as étudié le chant classique et si j'ai bien compris, tu étais chef de chœur à 18 ans à Notre-Dame de Paris et hem et moi, je me suis demandé enfin, pour toi, quelle est la dimension vraiment sacrée qui va se nicher dans ces chants religieux, quels qu'ils soient, dans toute la liturgie? Je sais que, par exemple, si j'écoute moi, Hildegarde de Bingen, ça me met dans un état, alors ça s'appelle extase, mais effectivement, c'est très extatique. Qu'est-ce qui se passe avec cette dimension, sacrée? Alors, juste pour la chronologie, effectivement, il y a beaucoup de parallèles que je continue de découvrir entre Annabelle et moi, puisque moi, j'ai commencé le violon alto à l'âge de 5 ans. Ensuite, j'étais sopraniste. J'avais cette angoisse des cours, des examens de solfège au conservatoire du 10e arrondissement de Paris. J'étais sopraniste à 11 ans. Après la MU, je suis devenu baryton. Et puis, baryton basse. Je suis rentré en musicologie. J'étais au conservatoire pour l'art lyrique, la musique sacrée, la musique baroque particulièrement, puisque j'ai eu une expérience extatique à l'âge de 13 ans avec la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach et plus particulièrement l'Agnus Dei. C'est un épisode que je relate à la fin d'un des livres chaman dans ses aventures mongoles, amérindiennes et stellaires. Et donc, je me suis retrouvé effectivement chef de chœur. Je dirigeais des chœurs d'enfants attachés au Sacré-Cœur, en fait, et des chœurs d'adultes attachés au Centre d'action liturgique et musicale de Paris, qui étaient rattachés à Notre-Dame. Je n'étais pas Voilà. chef de chœur à Notre-Dame, mais qui était rattaché effectivement à Notre-Dame. Bref, tout ça, ça s'est fait de manière très naturelle, en fait. Après cette fameuse expérience à 13 ans, pour répondre à ta question, ça n'était pas sacré parce que c'était la messe en si mineur de Bach, c'était sacré parce que ça a déclenché en moi une expérience sacrée. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi avec des musiques qu'on ne qualifierait pas de religieuses, à la rencontre de certains peuples premiers, autochtones, peuples indigènes, comme on dirait, etc. Des expériences où ce qu'on appellerait une musique rituelle ou une musique traditionnelle, mais qui n'a pas de caractère officiellement religieux,
peut faire bouger les lignes, induire des expansions de conscience et amener à une expérience du sacré à travers le rythme du tambour, à travers un cercle de chants de femmes, etc., même très très loin de nos musiques religieuses, entre guillemets. Mais à 13 ans, il y a eu là aussi un avant et un après, c'est-à-dire la première fois où j'ai entendu l'Agnus Dei de la messe en si mineur de Bach, c'était en 1983. En quelques secondes, dès les premières mesures de cette Agnus Dei, j'ai eu le sentiment que la pièce devenait plus grande, qu'elle devenait plus lumineuse. J'avais plus aucune perception précise des meubles, des objets autour de moi. En revanche, cette voix du contralto ou du haut de contre, qui, suivant les interprétations, donc chante cette Agnus Dei, c'était comme si elle résonnait à l'intérieur de moi, comme si je l'entendais avec le corps, comme si mon corps entier devenait la caisse de résonance ou le lieu sacré dans lequel cette musique se déployait. Et comme si cette musique qui se déployait à l'intérieur de moi remontait des fusibles qui avaient été en veille ou en sommeil, réactivait des choses à propos d'or sous la cendre, disons de braises qui étaient cachées sous la cendre, mais qui pourtant attendaient leur heure. Et après ces quelques minutes de la News Dei, par exemple, quand je parle d'expérience sacrée, et non pas seulement de musique sacrée, de ce que ça a déclenché en moi, très concrètement, je ne pouvais plus mettre de chaussures. J'ai retiré mes chaussures, j'ai retiré mes chaussettes, et ça a duré comme ça plusieurs jours, ce qui est assez compliqué quand on a 13 ans, qu'on vit à Paris, qu'on va au collège, qu'on prend les transports en commun, etc. Mais qui en soi était peut-être aussi une invitation assez musclée à retrouver le chemin de la nature, parce qu'on est bien plus discret quand on est pieds nus dans une forêt que dans un bus parisien. Mais cette expérience-là, finalement, n'était pas que cette sorte d'épiphanie à découvrir la voix des anges incarnés dans un chanteur bien humain qui nous donne à sentir et ressentir le divin, mais aussi la propagation, la contagion de forces positives qui vous met à nu, qui vous reconnecte à une forme d'essentiel, tellement essentielle qu'au 30e étage d'une tour à Paris, dans le 13e arrondissement, tout d'un coup, il fallait que je sois pieds nus. Et ensuite, mes pieds cherchaient évidemment la terre. C'est-à-dire que Mmh. c'était un recalibrage qui était beaucoup plus profond que je me prends de passion pour la musique classique, ce qui a été le cas, mais qui invitait à une forme de reconnexion, pas seulement à travers, entre guillemets, la voix des anges ou Jean-Sébastien Bach, mais aussi à travers la nature, comme si tout d'un coup, le dialogue qui s'installait entre les retrouvailles avec Dame Nature, avec Gaïa, avaient été propulsées par les retrouvailles avec ce chant divin, ce chant sacré. Et tu parlais des chants de l'extase de Hildegarde de Bingen, qui, plusieurs siècles avant le chant grégorien, de manière tellement plus féminine, angélique et parfois même cristalline, a le pouvoir, en termes de pouvoir vibratoire, de nous reconnecter aussi à des espaces oubliés dont on ne sait plus qu'on les a en nous, mais à l'instant où c'est réactivé, on a l'impression que ça a toujours fait partie de nous. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu vas t'intéresser à l'ethnomusicologie et que tu vas assister à ces premiers cercles chamaniques, à ces rituels, à ces cercles de guérison, et Mm. tu dis que tu as l'impression que tu accèdes à ce langage universel, intemporel, hors de toute frontière, de tout temps, de tout espace. Et cette Ouais. dimension-là, tu la retrouves de manière quasi, on la retrouve de manière quasi universelle. Oui, ce sont des moments où, en fait, peu importe l'outil, il y a autant de chemins qu'il y a d'humains. Pour l'un, ça va être le tambour, pour l'autre, ça va être les plantes, pour l'autre, ça va être la musique sacrée dans une cathédrale, pour l'autre, ça va être un cercle de chants de femmes dans le désert, loin de tout village, etc. Mais quand ça fonctionne, ce à quoi cela nous donne accès ne dépend d'aucun dogme, d'aucune religion, d'aucune croyance même. C'est bien au-delà de ça. Il y a des outils plus ou moins sophistiqués. Il y en a qui sont doux, il y en a qui sont fulgurants et parfois même violents. Donc, petite mise en garde au passage, certains de ces rituels ne sont pas pour tout le monde. Il ne faut pas être naïf, même à l'heure où
il y a une sorte de simplification du chamanisme et où on voudrait faire croire que tout le monde peut devenir ceci et cela en 2 semaines. C'est pas si simple et donc, si on a un certain sens de la responsabilité, on est obligé de rappeler que la navigation côtière de plaisance, oui, bien sûr, et tout le monde peut en profiter. Ces expériences sont aussi de la navigation de haute mer, et ça n'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas de l'élitisme que de le dire, c'est simplement un bon sens en termes de prévoyance, mieux vaut prévenir que guérir. Et il y a certaines de ces expériences, si on ne les porte pas en nous, tu parlais de lignée tout à l'heure, donc si on n'a pas ce bagage qui fait qu'on se retrouve dans un territoire, que ce soit en Australie, en Afrique, en Asie, en Amérique, où tout d'un coup, wow, on arrive dans un espace psychomagique qui nous semble totalement familier. On sait, on connaît ce langage, on reconnaît, on peut savoir avec quelques secondes d'avance ce que va faire la curandera, l'homme médecine, la femme de connaissance, le chaman, parce qu'on est de retour chez soi, dans la maison avec un grand M, certes. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et pour ces personnes-là, ce type de navigation dans ce type de partition, sans jeu de mots avec la musique, requiert un véritable Sherpa, requiert quelqu'un qui fait que quand la tempête se lève en haute mer, il vous faut une personne qui a ça dans ses gènes, son histoire, ses lignées patrilinéaires, matrilinéaires depuis des siècles et peut-être des millénaires, et qui sait d'expérience comment vous ramener à bon port. Donc oui, c'est magnifique, mais attention, les chemins de l'extase, ou comme disait Mircea Eliade dans son livre fondateur, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, ces techniques, parfois, pour certains d'entre nous, en passent par une forme de fulgurance qui, pour votre voisin, peut s'avérer très, très déstabilisante. Et c'est vrai, ça me fait rebondir là sur Annabelle, que tu pourras peut-être en parler, mais dans ton chemin qui t'a amené aux quatre coins du monde aussi, tu soulignes bien l'importance de l'accompagnement. Alors, il y avait deux pensées. Il y avait celle-là, puisque je pense à une de tes expériences qui a été vraiment difficile. euh, dont tu pourras parler. Et puis en même temps, je pensais aussi, Tigrane, pour t'avoir pas mal écouté en préparant cette émission, à ce que tu dis aussi sur notre territoire, c'est-à-dire en France, on a aussi nos propres médecines, on a aussi cette approche druidique, on a nos plantes, on a nos arbres, et des fois on pense aller chercher quelque chose à l'autre bout du monde alors que ça se trouve limite dans notre jardin avec la sauge, avec d'autres plantes qui sont proche de nous, notre terreau. Mais je reviens donc sur Annabelle et cette expérience, et puis peut-être on rebouclera après sur la France et ses richesses aussi. En tout cas, ça me parle profondément ce que dit Tigrane, hein. Je suis tout à fait en accord hein, avec tout ce qu'il partage. C'est vrai que pour moi, la voie chamanique, c'est vraiment une voie d'expérience, d'expérimentation et qui fait aussi qu'on traverse l'expérience et que la corporalité fait partie de cette traversée d'expérience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui proposent un week-end de tambour. Ça y est, on est chaman, on fait du tambour. C'est pas possible parce que le tambour, en plus, c'est un instrument magique qui demande à être utilisé dans une véritable conscience. Quand on pense que déjà, le cercle représente le principe féminin, la maillotche le principe masculin. Lorsque l'on tape justement sur ce tambour, c'est le principe masculin qui rencontre le principe féminin et qui engendre quelque part la pulsation d'énergie de vie dans cet amour inconditionnel. On est dans le Big Bang, donc c'est pas rien déjà quand on met cette conscience. Et puis que ce tambour nous ramène au monde intra-utérin, et puis que souvent, avec certaines pulsations, eh bien, on amène les états naturels modifiés de conscience, la transe chamanique qui peut nous amener justement à déconnecter et à voyager avec une certaine fréquence. Donc, tout ceci demande une véritable conscience et que l'instrument est également aussi le prolongement de notre propre conscience. Donc, on n'utilise pas n'importe comment parce que emmener, taper, c'est facile, mais il y a aussi se ramener, c'est ça qui est important. Et cet accompagnement, pour moi, en effet, qui est primordial. Moi, j'ai vécu une expérience, bah oui, quand je suis dans la jungle amazonienne,
en quête de me rencontrer et j'étais pas allée là-bas au départ, pour faire l'expérience, de la Madre, de l'ayahuasca. J'étais allée là-bas en me disant: «Je vais, aller là-bas pour, rencontrer les chamans, faire des expériences, dans les lieux sacrés et cetera» et quand je suis arrivée là-bas, le chaman me dit: «Mais non Annabelle, si tu es là, c'est que la plante t'a appelée». Je dis: «Ah bon, la plante m'a appelée? Je ne sais pas», il me dit: «Mais si, c'est ton ego qui ne veut pas entendre, c'est» et je dis: Peut-être que je me trompe, en effet, peut-être que, en effet, je veux pas entendre mes peurs», parce que forcément, la plante nous amène dans un état, intérieur profond. Le travail chamanique nous amène à rentrer dans ce lâcher prise total, pour dans ce lâcher prise, justement accueillir en profondeur, toutes ces parts d'ombre, tout ce que nous sommes en fait dans notre totalité et pouvoir dans cet accueil, dans cette reconnaissance, transmuter, transformer et libérer. Donc c'est un travail excessivement puissant qui demande en effet d'être hyper accompagné et moi quand je suis arrivée là-bas, donc j'ai dit: «OK, je vais faire ce travail». Je suis restée 1 mois dans la jungle et en fait, j'ai pas été bien accompagnée. C'est-à-dire que le chaman qui était là-bas, déjà m'a donné des doses beaucoup trop importantes pour qui je suis avec cette hypersensibilité qui est la mienne et puis il m'a laissée, seule à des moments où j'aurais eu besoin d'être accompagnée. Alors moi qui avais vécu l'insécurité en plus dans mon enfance, ça a réveillé certaines blessures aussi. Et en même temps, j'ai vécu des expériences extraordinaires aussi de voilà, d'extase où j'ai rencontré, où j'ai pu, vivre l'expérience de mon corps de lumière, respirer dans chacune de mes cellules, me reconnecter profondément à la puissance de la Pachamama, dans cette énergie où on ne fait qu'un, dans cette puissance matricielle et se reconnecter à cela, dans cette puissance aussi en tant que femme, cette puissance bienveillante, cet amour, qui amène justement l'ouverture du cœur. Et en effet, j'ai pas été bien accompagnée, donc j'ai terminé, tout ce périple avec 5 kilos en moins, avec, beaucoup de plantes que j'ai prises, hein. J'ai pas pris que l'ayahuasca, il y a eu aussi ma diète pendant, 10 jours, dans la jungle toute seule, à dormir avec, pas très peu d'alimentation, avec une plante qui amène aussi l'inconscient à revenir pleinement à la conscience avec une distorsion de l'espace-temps. Le San Pedro qui a été pour moi une expérience magnifique avec l'énergie du Père. J'ai vécu l'extase, vraiment de la conscience de l'unité, de cette, unité que nous sommes en fait, où il y a aucune limite, aucune dissociation, et que nous sommes finalement cette vibration, cette fréquence de l'infini. Mais comme j'ai pas été bien accompagnée et que, ce chaman ne m'a pas vraiment ramenée avec les chants, avec, qui m'a laissé beaucoup seule en fait dans cette expérience, je suis rentrée en France, j'étais, au-dessus de mon corps. En fait, je n'avais pas réincorporé ma matière et ça a été, très, très difficile parce que j'étais comme si je voyais tout au-dessus et toute ma vie, en fait, partait quelque part en live parce que quelque part, j'étais plus là et j'ai un ami chaman à Paris, Pierre, qui a vécu avec les guérisseurs et je lui dis: «Écoute, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je m'en sors pas, je n'arrive pas à réincorporer» et en fait, il n'y arrivait pas. Donc ça a été tout un périple. Mais en même temps, cette expérience m'a permise quand même, de dire un vrai oui à mon incarnation. C'est-à-dire qu'il a fallu tellement heu, que j'accepte finalement de retourner dans mon corps, que ça m'a permis véritablement d'accepter mon incarnation. Parce que je pense que depuis le début, je ne l'acceptais pas complètement. Je n'avais pas envie d'être là. J'étais bien dans mes mondes, j'étais bien dans ces perceptions, dans mes visions, dans ces voyages dans les autres plans, dans ces connexions avec, d'autres énergies. Moi, j'étais bien là et mon âme, si elle a vécu cette expérience, tu sais, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin d'incarner, qu'elle a besoin d'incarner dans cette matière. Parce que c'est ça la spiritualité, c'est prendre place dans cette matière avec qui nous sommes profondément dans notre essence et même si cette expérience a été douloureuse, elle m'a permise en tout cas, d'accepter de dire un grand oui à cette incarnation qui était la mienne. Mais c'est vrai que je mets vraiment ce bémol, comme quoi en effet, c'est souvent c'est pas forcément notre culture en effet et c'est vrai que je suis d'accord sur cette idée d'aller chercher quelque part ailleurs, autrement, finalement quelque chose
qui est peut-être simplement là, en face de nous ou à l'intérieur de nous. Le maître, finalement, n'est pas forcément là où on l'attend, en fait, ou là, on va le chercher. Parfois, il s'impose à nous sans qu'on en ait vraiment décidé, voilà, qu'on ait décidé cette situation. Mais du coup, c'est vrai que je fais ce bémol qu'il faut vraiment être très accompagné quand on fait ce type de travail parce que, c'est un travail qui est peut-être très puissant, très, très puissant parce que j'ai continué à travailler avec les plantes chamaniques différemment, autrement, en étant très bien accompagnée. Ça a été absolument magique et merveilleux ce que j'ai pu transcender dans mon système, dans mon corps et dans tout ce que je pouvais porter, dans mes ombres. Mais si c'est mal accompagné, ça peut être très, très dangereux Mmh. parce que, j'aurais pu mourir là-bas, hein. J'avais tellement tiré sur ma corde d'argent quelque part que j'aurais pu, heu, voilà, ne pas revenir. Mmh. Donc en effet, Bah, moi je mets vraiment vigilance parce qu'en plus je vois aujourd'hui quand même, c'est un peu tout n'importe quoi, hein. Il y a toute une maintenant une espèce de comment dire? Où tout le monde, même les chamans là-bas, hein, proposent des choses oui. qui ne sont pas alignées et puis en France, on fait des sessions d'ayahuasca dans des caves, voilà, il y a quand même aussi tout un rituel ou même là, dans la jungle, on va se relier à la plante, à la racine, on va se relier à la conscience, à l'énergie, on il y a un travail de diète, enfin, c'est pas quelque chose dans lequel on va comme ça, voilà et je Ouais, il faut pense qu'il y a vraiment utiliser son discernement, quoi. On le sent bien c'est dans ça et cette, la conscience, toujours cette oui. conscience, avoir conscience et être dans la conscience quand on va vers ce type de pratique. Alors le temps passe très vite et tu as dit un mot, Annabelle, que je retiens, que je saisis au vol, c'est celui d'acceptation et ça va me faire une transition pour quand même, continuer avec vos chemins et qui se nouent, qui se croisent et avec leurs similitudes et l'acceptation, Tigrane, c'est ce que tu as vécu, le lendemain ou la nuit de tes 50 ans, quand d'un coup, au beau milieu de la nuit ou au tout petit matin, eh bien, il y a une énergie qui te traverse et qui te pousse à écrire ce qui va devenir les premières lignes de cette magnifique, d'abord trilogie, puis maintenant c'est la troisième trilogie, puisqu'il y a Chaman, l'aventure mongole, puis l'aventure amérindienne et puis celle qui est en train de s'écrire actuellement, l'aventure stellaire. Et quand on lit ces ouvrages, en tout cas la sensation que ça donne, c'est que ce sont bien plus que des livres. Heu, qu'est-ce que tu en penses? Si tu prends un peu de recul et puis avec tous les retours aussi, que tu as eus par rapport à cette écriture-là, qui a jailli comme ça spontanément et peu avec laquelle tu t'es laissé aller sans même savoir où ça allait mener et vers quoi ça allait te conduire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est cette magie? Alors, cette magie, si on la nommait, on serait plus dans le cœur du sujet, parce que je pense que par nature, elle ne peut pas se laisser encapsuler par les mots. Ce que je vois, c'est que j'avais aucune idée d'où j'allais. Il n'y avait pas de plan préconçu, j'avais rien prévu. Donc c'est plutôt en soi un enseignement de l'humilité qui nous met à une place de scribe, de trait d'union ou de messager, mais qui nous apprend également que si on est messager, on n'est pas le message et encore moins la source du message. Cependant, cette source m'a sorti du lit effectivement à l'aube, le jour de mes 50 ans, pour me pousser à aller dans les bois et à commencer avec un carnet, un stylo dans un hamac, à écrire ce qui me semblait être le transcrit d'un rêve. Et ce rêve se surimposait en quelque sorte à la réalité, alors que voilà, j'étais sur la côte étrusque en Italie, en Toscane. La réalité était parfaitement stable. J'étais pas dans un rituel chamanique du bout du monde, après un jeûne ou toutes sortes de cercles cérémoniels. Et là, il y a eu quelque chose qui a pris le dessus, c'est-à-dire, bien sûr, on a le libre arbitre et la possibilité de ne pas répondre à cet appel. Mais il y avait quelque chose dont j'ai vite senti que c'était pas vraiment négociable et que mon intérêt était de m'effacer, d'interférer le moins possible et d'accepter, pour rebondir sur ton terme d'acceptation, d'accepter qu'il y avait là quelque chose qui me dépassait complètement. Et cette chose qui me dépassait complètement m'a fait écrire quelques lignes dont je me suis dit d'abord au début que c'était peut-être effectivement le transcrit d'un rêve, sans du tout avoir conscience que c'était le début d'un premier chapitre.
Et puis de chapitre en chapitre, de jour en jour, m'apercevoir que c'était un conte initiatique, mais que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que même si dans cette première trilogie de l'aventure mongole, qui semble se passer en un an en Mongolie, il y a une sorte de condensé de ce qui, moi, s'est étalé sur une trentaine d'années, entre, disons, 20 et 50 ans. Il y avait également un appel à la mise à nu, étrangement, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire que au-delà de ce conte initiatique qui était, comme on pourrait dire, canalisé aujourd'hui, il y avait un entrelacement à deux voix avec toute la partie de récit autobiographique où j'ai gardé exactement les noms, les dates, les lieux, les gens inchangés. Pourquoi? Parce que cette main qui me poussait dans le dos, cette petite voix qui résonnait en moi, c'était pas seulement le fait de recevoir sous forme condensée, comme si ça se passait en un an en Mongolie, ce que moi j'avais vécu en une trentaine d'années avec des chamans en Russie, des chamans de Sibérie, Navarro ou autres. C'était également cette mise à nu qui allait me permettre de revenir en arrière depuis la petite enfance jusqu'à récemment l'accompagnement de ma mère pour le grand départ, puis l'accompagnement de mon père, aux expériences qui avaient été les plus heureuses, mais aussi les plus traumatisantes, les plus extatiques, mais aussi parfois les plus traumatisantes. Et j'ai été très, très étonné de cet entrelacement et de ce mélange entre autobiographie respectée au mot près par rapport à ce qui m'est arrivé et transposition sous la forme d'un conte accessible à tous de quelque chose qui a mis une trentaine d'années et qui là réclamait à être simplifié et à être partagé, y compris à des gens pas initiés, pas préparés, ce qui ne veut pas dire encore une fois que l'on n'est pas prêt. Et c'est chemin faisant que j'ai senti que cette mise à nu qui au début m'a interrogé, parce que d'un naturel plutôt pudique, je ne voyais pas pourquoi j'allais commencer à mettre sur la table ce qui m'est arrivé avec mon père, avec ma mère, etc., que j'ai finalement été obligé de reconnaître que ça ouvrait un espace, une ouverture du cœur qui me permettait de m'adresser à des lectrices et des lecteurs que pour la plupart je ne rencontrerai jamais, comme si c'était ma meilleure amie assise là à côté de moi sur le canapé et que j'étais en train de lui murmurer les expériences les plus heureuses, mais aussi les plus malheureuses de ma vie. Donc, l'ouverture d'un espace de l'intime qui fait que l'autre, qu'il ait eu ses expériences chamaniques ou pas, qu'il soit passé par ses traumas ou ses extases spontanées ou pas, reconnecte avec quelque chose qui paradoxalement est tellement intime et personnel que ça ne le rend que plus universel. Et là, c'est une forme d'alchimie en mouvement où, en toute humilité, on n'a pas du tout l'impression de tirer les ficelles. On a juste envie de reconnaître que moins on tire quoi que ce soit, plus on écoute et plus on va dans le sens de ce grand courant, plus petit à petit on découvre chemin faisant la finalité de quelque chose qui est certes une narration, mais peut-être entre les lignes également une transmission. Et ce qui est intéressant là dans ce que tu viens de dire, enfin que je note, il y a cette dimension transpersonnelle, il y a l'intime et l'universel qui se mélangent. Et Hmm. tu vois, la semaine prochaine, je reçois Audrey Fella pour son livre sur Mélusine, La Fée. Mhm. Et dans ce qu'elle apporte, il y a vraiment, dans ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, dans notre société qui est quand même en crise et en perte de repères, c'est comme si en germe en nous, au travers des mythes, des contes, des légendes, Hmm. euh, et donc ton conte initiatique, je l'inclus là-dedans, c'est comme si ça venait nous révéler à nous-mêmes une Ouais. dimension qu'on porte en nous, Hmm. et qui peut se révéler si on, bah, un peu qu'on la polie, qu'on la fait émerger. Et j'ai l'impression que des récits comme le tien, enfin des contes, ça participe à un mouvement d'éveil en réponse à ce qui se passe pour nous en ce moment. Je ne sais pas si je suis très claire, Ouais, mais c'est aussi la réactivation du maître intérieur, c'est-à-dire, pour mm, faire écho à ce que disait Annabelle, le fait aussi de ne pas aller forcément chercher à l'extérieur, et parabole sur la surmode chamanique ou néo-chamanique ou du tourisme chamanique actuellement, d'aller au bout du monde en pensant que
son animal de pouvoir est forcément un animal majestueux qui est à 15 heures de vol long courrier d'ici. Non. En fait, on a dans nos campagnes européennes et même françaises des arbres, des essences, des animaux qu'on a vus depuis la petite enfance et même sans avoir été initié, même sans faire partie d'une lignée druidique ou autre, on a vu ces chênes, on a pris des bains de forêt entre les hêtres, les frênes, les chênes, on a été un moment émerveillé de voir une biche ou une buse, etc. C'est-à-dire tout ça, on l'a bu, on l'a absorbé depuis la petite enfance et ça fait partie d'un langage pour nous qui culturellement, peut-être pour certaines personnes qui n'ont pas forcément envie d'être projetées dans des univers pas seulement exotiques, mais très, très, très particuliers, étranges et éprouvants, d'avoir accès à un langage, un lexique et une cosmogonie qui, en fait, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit proche du druidisme ou pas, font partie d'un bagage et d'un héritage qui serait dommage de ne pas honorer parce qu'il fait partie de nos lignées, de notre passé, et qu'une fois qu'on commence à parler avec un tel ou un tel, on s'aperçoit très très vite que, ah bah oui, moi j'avais une grande tante qui était rebouteuse, ah bah oui, moi j'avais un grand-oncle, on m'a dit qu'il barrait le feu, etc., etc. Donc c'est pas forcément obligé d'aller chercher très très loin d'ici des choses qui sont peut-être à portée de main sous nos yeux. Et ceci est peut-être une mise en abîme du fait de tout simplement ne pas aller chercher à l'extérieur de soi des choses qui sont en nous et qu'aujourd'hui, ces contes initiatiques, mais aussi ces témoignages qui permettent de donner des clés à certaines personnes par rapport à mais moi aussi, j'ai vécu un trauma similaire, j'ai jamais pu pardonner ou j'ai cru que j'arriverais jamais à m'en relever, etc., qui permettent en fait de transmettre également des vibrations de résilience, notamment à des personnes qui par moments sont un petit peu en déroute et qui, à travers vous, se disent waouh, bah là, ce qu'il a vécu, en fait, c'est bien pire que ce qui m'est arrivé et pourtant, il s'en est sorti. Donc, il y a encore de l'espoir. Mmh. Et bah, c'est bien, hein, cette émission est plein de rebondissements, je rebondis à chaque fois. Annabelle, c'est vrai que dans ce livre, hein, qui lui aussi participe, à ce même mouvement de transmutation, de transformation. Bah, tu insistes beaucoup sur le pouvoir créateur, sur le pouvoir intérieur et sur le fait de vivre en conscience pour justement pouvoir accéder pleinement à sa liberté. Est-ce que c'est, est-ce que c'est cet élan qui t'a porté pour livrer ce message tellement intime? Et oui, tout à fait, bien sûr, et je vais rebondir, avec ce que dit Tigrane. J'ai rencontré, j'ai suivi un maître soufi hindouiste pendant 4 5 ans et qui nous disait toujours: «Je ne suis que le reflet de votre propre maître intérieur», et moi je me disais: «C'est un véritable maître en fait». Voilà, qui n'est pas dans cet aspect de l'ego, mais qui est vraiment dans voilà, le monde extérieur n'est que le reflet de notre propre monde intérieur. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre parce que je comme Tigrane, pour moi, j'avais envie d'exprimer que dans la vie, tout est possible en fait, et je dis souvent: «Tout est possible dans l'éternel mouvement de la vie». Et même si on a vécu des choses difficiles, traumatiques, il y a toujours, un espace, de lumière et de guérison, et que par la porte du cœur, dans cet amour inconditionnel, la limite, elle n'existe pas, et que tout peut se transmuter justement. Et c'était vraiment ce message que j'avais envie de partager, c'est que mon histoire, c'est un véritable chemin initiatique à travers moi-même pour me rencontrer. Parce que en me rencontrant, eh bien, ça m'a permis aussi, de pouvoir aussi aller vers cette transmission. Voilà, et que tout commence par soi, et que comme nous ne sommes que des fréquences et des vibrations, nous attirons à nous en permanence ce que nous vibrons dans notre propre champ d'énergie. Tout est résonance pour moi dans la vie. Donc c'est ce message aussi qui appelle à donner voilà, cette idée que, heu, rien n'est définitif, et que on peut toujours arriver à la transmutation de soi, quoi qu'il en soit. Et même quand on pense que tout est fini, non, il y a toujours à partir du moment où il y a le mouvement de la vie, à partir du moment où on est dans la créativité de la vie, tout est possible à chaque instant.
Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre, pardon, à travers cette expérience qui a été à la fois magnifique, à la fois douloureuse, à la fois, lumineuse, à la fois qui m'a amenée profondément dans mes ombres, que voilà, c'est et puis souvent les personnes me disent, «Oui Annabelle, ça me parle, ah là là, je me reconnais là, je me reconnais là, ça m'a donné un outil, une clé et ça, je c'est ça qui est extraordinaire pour moi. C'est cette transmission justement de l'expérience. Parce que je pense qu'on ne peut pas transmettre véritablement ce que nous n'avons pas traversé profondément dans notre propre chair, dans notre propre matière, dans notre propre conscience. Sinon, ça reste pour moi dans un espèce d'état du mental. Et la véritable transmission et la véritable guérison, elle passe par là. Elle passe par ce qu'on incarne profondément, donc qui nous sommes dans notre véritable essence. C'est ça qui est important. Ouais, c'est le principe de la métamorphose et puis vous l'avez dit tout à l'heure tous les 2, vraiment, ça passe par le corps, par cette corporalité, par cette intégration, puissante que c'est ce qu'il y a pas on n'a pas le même temps d'ailleurs, hein, entre ce qui se passe dans notre tête et puis ce qui va s'intégrer dans chacune de nos cellules. Ce sont, je pense, des temps différents. Et je fais une petite parenthèse pour promouvoir l'événement, qui s'appelle, «Le corps, une voie d'éveil» et qui aura lieu le 15 novembre prochain à Lyon, où justement la proposition, c'est d'aller expérimenter ce qui se passe, à l'intérieur profondément quand on vit ces transformations. Hem J'aurais pu poser cette question en tout début d'interview. Tigrane, tu dis: «Il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous». Alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec Annabelle? Parce qu'on n'en a pas encore parlé. D'accord. Alors, juste pour rendre à César ce qui est à César, c'est le poète Paul Éluard qui dit il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, à peu près. Euh, cette rencontre, elle s'est faite très naturellement. Il y a eu quelque chose qui a semblé évident, en fait. Quand je parle d'évidence, je veux dire que il ne s'agit pas d'échanger 5 minutes et de se dire, après 10 minutes de présentation et de mots et de sujets et d'échanges, ah oui, ça fait sens, on pourrait se retrouver là-dessus, on pourrait faire quelque chose ensemble en termes de, pour être très honnête, c'est une nanoseconde. C'est le premier coup d'œil suffit. Le reste, après, on met les couleurs, on met les formes, il y a les épiphénomènes et on se raconte nos histoires. Mais c'est complètement en deçà de tout ce qui peut être dit et compléter tout ce qui peut se formaliser, s'incarner, se manifester après, que ce soit ici ce soir ou que ce soit le 28 février 2026 pour la belle après-midi de samedi que prépare Vertical Media à Lyon. Et quand je dis une nanoseconde, c'est qu'en fait, sans même plonger dans le regard de l'autre d'ailleurs, avant même cela, et plonger dans le regard de l'autre, c'est qu'une confirmation très très profonde, parfois aussi un peu mystérieuse dans les dimensions que ça vient faire vibrer justement. Il y a une sorte de pré-ressenti. Annabelle parlait tout à l'heure de rêve prémonitoire. Il y a quelque chose où, au premier coup d'œil, sans même avoir vraiment rencontré la personne, c'est pas qu'on sait, c'est beaucoup plus rapide que ça, parce que le corps a senti. Et là, c'est quelque chose qu'après, on confirme, bien sûr, parce qu'on a toujours envie de vérifier, de remettre en doute, de se poser la question de si ce n'était pas autre chose qui était à l'œuvre, etc. Et donc, on se dit, bah oui, en fait, c'est pas une découverte, c'est plus le sentiment de retrouver quelqu'un que l'on a peut-être connu ailleurs ou que nos âmes, 24 heures avant, se sont fait un petit meeting là-haut et se sont dit, au fait, dans 24 heures, on va se rencontrer ici pour la première fois dans cette vie en France au 21e siècle. Est-ce qu'on est d'accord pour ceci et cela? Oui, très bien, etc. Et nous, après, on arrive, 15 poupées russes en dessous, et on se dit, ah bonjour, et nanan, et comment t'appelles-tu, et blabli, et blabla. Mais le sentiment du cœur et peut-être de l'âme, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de plus vaste que nous qui est déjà joué. Et de ce point de vue-là, je salue ici l'intuition de Najib, parce que Najib Kari, lui, a pressenti ça immédiatement, et il m'envoie un message, et il me dit, oui, j'ai pensé à quelque chose, on pourrait faire
vous pourriez faire, mais tu l'as pas rencontré encore, Annabelle de Villedieu et toi, etc. Il m'envoie ce message et j'étais justement à côté de Lille et j'étais justement en train de rencontrer Annabelle de Villedieu. Donc là aussi, il y a une triangulation où à un moment, on se dit, bon, un hasard, de hasard, non, c'est des synchronicités qui, je crois, parlent d'elles-mêmes. Ouais, et Najib est très, très, connecté. Il a beaucoup d'intuition et c'est, un bonheur de travailler avec lui, même dans la façon dont il conçoit ses événements. Tout est très, connecté. Du coup, c'est fluide et puis c'est toujours des moments merveilleux. C'est plus que juste des conférences ou des événements et d'ailleurs, Annabelle, je peux te dire que je j'ai un souvenir, impérissable de ta venue et de tes chants et je crois que toute la salle d'ailleurs, en est restée, complètement, abasourdie parce qu'effectivement, il y a ce qu'on dit, il y a les mots et puis après il y a l'expérience et tu nous as, vraiment, vraiment emmenés avec toi dans un univers, c'était incroyable, c'était un voyage et peut-être tu peux profiter, pour nous présenter l'atelier qui va au aussi s'appeler Voyage. Voyage au cœur des vibrations chamaniques que vous allez effectivement co-animer le 28 février prochain sur Lyon. Est-ce que tu peux nous en parler, Annabelle? Oui, c'est toujours un plaisir pour moi d'offrir, les fréquences et en fait, voilà, j'emmène, c'est vrai, j'emmène avec ma voix, avec mes instruments, dans un voyage intérieur parce qu'en fait, je me laisse juste traverser par. Je ne cherche ni à chanter, ni à faire, ni à obtenir. Je reste en cette quelque part dans cette êtreté de me laisser traverser par l'énergie et c'est là que j'utilise, j'ai envie de dire quelque part, j'aime pas ce mot utilisé, mais que je me relie à ce canal médiumnique qui me permet d'être ce transmetteur d'entre les plans, en fait, entre un plan de conscience, plus élevé et ce plan de la matière et où juste l'énergie va me traverser et du coup, moi je reçois en fait autant que je donne et ça c'est extraordinaire. Je me sens, dans un état après d'éveil, de joie, de lumière, enfin c'est ça m'habite, ça me nourrit jusque dans ma cellule, hein et c'est vraiment un voyage, qui amène à se reconnecter jusque dans la cellule, dans la mémoire de la cellule, par la fréquence, par la vibration quantique et par ces voix qui me traversent, qui pour moi c'est y amènent dans un véritable voyage chamanique intérieur, un voyage avec soi-même avant tout, où chaque fréquence va résonner pour chacun, là où il en a besoin, dans ce qu'il a besoin de recevoir, dans ce qu'il a besoin de libérer, dans ce qu'il a besoin d'accueillir et sans qu'il finalement, il soit aussi dans cette énergie de son mental et du vouloir en fait. Ça va se créer de façon naturelle et c'est vrai que lorsque je chante, je suis traversée par des multiples voix. Alors parfois, il y a des personnes qui me disent: «Mais qui est sur la scène avec toi?» Bah, je dis: «Non, il y a que moi». Parce que ça peut être des voix cristallines, ça peut être des voix d'hommes, ça peut être des voix de vieilles femmes, ça peut être des voix chamaniques, très poussées, c'est des cris d'animaux, enfin voilà, c'est un voyage à travers les fréquences, les vibrations, qui pour moi est un véritable soin avant tout que j'offre en fait, que j'offre parce que, c'est une transmutation, à travers, la cellule de chaque personne qui va recevoir. Ouais et cet événement que vous co-animez, donc si j'ai bien regardé, il va y avoir des rituels, il y aura aussi des temps d'échange un peu, en mode conférence, en tout cas des temps d'échange, des chants, comme tu disais, canalisés, et vraiment pour que les personnes puissent venir expérimenter, hein. C'est une dimension, pareil, très incarnée, de l'expérience. Je ne sais pas, Annabelle, Ah, si bah, tu oui. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, oui, c'est une expérience, à vivre parce que ça va une fois de plus, ça va traverser la corporalité. Donc on est dans l'expérience, dans ce qui traverse le corps, qui nous permet de vivre, de vibrer, de ressentir, voilà, parce que ça passe par cette, corporalité qui est notre outil d'expérimentation avant tout sur cette terre. Donc oui, de toute façon, oui, ça va être une journée, une après-midi, d'expérience, de partage, de co-création et de surprise aussi.
Et toi, Tigrane, pareil, dans ta façon d'aborder cet atelier, parce que vous avez préparé des choses, mais j'imagine qu'au dernier moment, ça peut peut-être complètement changer si une énergie vous traverse ou vous amène à faire quelque chose de différent, ou simplement les personnes en présence, ou de l'intuition pure. Oui, moi j'ai eu plusieurs fois cette expérience de conférence, entre guillemets. Donc en l'occurrence ici, plus peut-être de conférence immersive ou de conf-expérience, en tout cas de moments qui ne sont pas que pour la verbalisation et pour le cerveau gauche, mais qui est aussi à travers l'expression et même à travers la voix parlée, sans même parler encore de concert ou de rituel, juste à travers la voix parlée, de l'établissement d'une certaine vibration, d'un certain chant, d'un certain enracinement, d'une certaine paix peut-être également qui peut résonner, là où la forme rejoint le fond et où au-delà de ce qu'on partage et de ce qu'on raconte, entre les lignes et en deçà du verbe, on transmet une vastitude, on transmet une résonance qui vient compléter un message qui ne pourrait pas se laisser encapsuler que par les 26 lettres de l'alphabet, mais qui requiert parfois ici un rythme particulier, une sorte de rime ou de versification, de parabole ou d'image poétique qui va venir chatouiller davantage le cerveau droit que le gauche et obliger à des allers-retours, qui fait qu'à un moment, on lâche prise sur le fait d'analyser ce qui nous est dit intellectuellement et qu'à la faveur de cette brèche, on transmet quelque chose d'autre qui est au-delà de la narration, de l'idée ou du concept, une force agissante qui de toute façon ne peut pas se laisser être dite complètement. Donc ça, c'est le type de choses qui, bien sûr, se vit et aussi s'improvise en fonction, comme tu le disais, de l'assemblée, des moments, de certaines énergies. J'ai vécu un certain nombre de conférences ou d'ateliers où on s'aperçoit que, alors que quelque chose pouvait être prévu, qu'il y avait un déroulé avec un organisateur, avec un médiateur, tout d'un coup, on est emmené sur un terrain qu'on n'avait soi-même pas du tout imaginé. Et on prend ce cheval-là parce qu'il semble y avoir un sens, pour ne pas dire une urgence particulière. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, en tant qu'humble orateur, de changer, entre guillemets, de direction et de m'apercevoir que là, il y avait quelque chose qui réclamait vraiment à être exprimé, partagé, à sortir, à attiser des questions auprès de telle ou telle personne dans le public. À chaque fois, à la fin, au moment de la rencontre plus individuelle, de la dédicace qui suit la conférence, etc., il y a eu des gens qui sont venus et qui ont dit, mais pourquoi vous avez parlé de ça à tel moment? Enfin, vous saviez que j'allais poser cette question, ou vous étiez là, ou quelqu'un vous a dit que, mais pourquoi vous avez dit ça? Ça, c'était vraiment pour moi, etc. La vérité, c'est que j'en sais absolument rien, mais que sur le moment, il n'y avait rien de plus important que de lâcher ses plans et de suivre cette nouvelle direction, ce qui fait sens et est confirmé une fois que vous avez le retour d'expérience de l'auditrice ou de l'auditeur. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que vous avez devant vous deux très beaux exemples d'os creux. C'est la formule employée par un chef amérindien qui parle de sa façon d'être un homme médecine reconnu. Et il dit notre boulot, en quelque sorte, c'est d'être ces os creux qui permettent que Mm. ça passe et que ça passe à travers nous et qu'on puisse juste être les instruments de passage. Et je pense que ce soir, on a compris, enfin j'espère, au travers de vos deux expériences de vie et puis des différents chemins d'expression que ça a pu prendre pour le donner en partage, parce que c'est un mot qui vous réunit beaucoup, le partage, la transmission, la générosité, la Mm. poésie aussi. Voilà, on a cheminé avec vous dans cette magie du réel quelque part, quand on la laisse juste être. Euh, En conclusion, alors je regarde l'heure, il est 21h21 et je trouve ça très joli. Euh, Annabelle, peut-être un mot de la fin, un message, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué et qui était important pour toi de dire. Il y a beaucoup de choses encore qui pourraient être exprimées. Voilà, en tout cas, je rejoins complètement
Tigrane dans ce qu'il partage et voilà, pour moi, tout est création et le verbe est créateur, la pensée est créatrice. Nous ne sommes que les instruments de cette création quelque part et quand on se connecte vraiment à la conscience et qu'on se laisse porter par la présence, tout est possible et tout peut se créer et c'est ça qui est magique, c'est la magie de la vie pour moi et j'ai hâte de retrouver Tigrane justement pour ce magnifique, cette expérience, partagée le mois de février, justement juste dans cette co-création de l'instant, de la présence et de la vie. Waouh. Merci, merci Annabelle. Tigrane, un mot pour conclure aussi? Eh bien, tout simplement, merci, merci, merci à toutes et à tous d'être si présents pour être co-créateurs de l'ouverture du cœur. Merci. Merci à vous deux. Effectivement, merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et puis toutes celles qui vont écouter cette émission en replay. Pour conclure, donc je vous rappelle, la semaine prochaine, le 22 octobre, j'aurai la joie d'interviewer Audrey Fella pour son livre Mélusine. Voilà, et puis le 15 novembre, Le corps, une voie d'éveil. Et d'ici là, je ne peux que vous recommander donc le livre d'Annabelle, Naître, Naître médium chez Animae. Et puis, en attendant les deux prochains opus, en tout cas celui-ci, Chaman, l'aventure stellaire, le tome 1, La messagère des arbres. Très très beau, l'illustration est magnifique et puis ce qui est à l'intérieur aussi. Et puis il y a 52 paroles chamaniques et 42 oracles chamaniques qui reprennent avec de très belles illustrations. Voilà, je vous donne un peu, je vous mets un peu l'eau à la bouche, de très belles illustrations, des paroles euh, sages. Et vraiment qui nous portent à réfléchir. Ah, est-ce que je peux en lire une au hasard, Tigrane? Peut-être Chiche, pour se quitter. Oui, avec joie. allez, ça sera le. Alors, ça sera l'ours. Enseigne aussi à ton apprenti l'autre paysage, les contours du visible, qu'il apprenne à sentir les veines de la terre-mère sous les collines, les artères au fond des canyons, qu'il sache deviner les esprits parmi les eaux et les êtres cachés dans les plantes. Aigle de feu. Voilà, et ben ça nous invite à une belle connexion avec la nature et Mm. avec toutes ses forces. Je vous remercie infiniment à tous les deux de votre générosité. Et puis, on se retrouve très bientôt et j'espère vous voir nombreux le 28 février prochain pour ce magnifique atelier co-créé par Tigrane et Annabelle de Villieu. Belle soirée à tous.